La radio est une imagination. La vôtre. Dimanche 17 mars 2019, bienvenue sur Radio et à l'Air du temps. Avec nous, Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour, et Idriss Fall, rédacteur en chef de La Voix de l'Amérique. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, pendant la semaine, la main tendue du pouvoir à l'opposition, le silence de l'opposition qui continue à rejeter les résultats de la présidentielle. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais se posent des questions par rapport à cette attitude du pouvoir et de l'opposition. Maître Moussa Sarr, quelle lecture faites-vous de cet appel et de ce silence de l'opposition qui continue à rejeter les résultats de la présidentielle? Tout d'abord, merci Alassane pour cette invitation. Je salue également M. Fall, mon co-débatteur de ce matin. Je profite également de cette occasion pour saluer tous vos auditeurs ainsi que vos téléspectateurs. Merci. Maintenant, s'agissant de cet appel, ça entre dans l'ordre normal, n'est-ce pas, des mœurs politiques sénégalaises. À chaque fois qu'on est sorti d'une élection majeure, n'est-ce pas, soit présidentielle ou législative, depuis plusieurs années, toujours le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir appelle souvent au dialogue ou à la concertation pour discuter des enseignements à tirer des élections. Et s'il y a des questions qui sont là pendantes et qui vicient l'atmosphère politique ou qui les polluent, qu'on en discute. Donc, ce nouvel appel va en droite ligne des précédents appels qui existent depuis plusieurs régimes. Maintenant, le plus important, c'est que l'appel, au-delà du caractère inclusif, participatif, que ce soit un appel sincère, qui a pour objectif, et non pas de régler des questions politiciennes, mais de régler des questions politiques qui sont là sur la table depuis 3 ans, n'est-ce pas, et qui n'ont pas encore reçu de solution, mais également en profiter pour poser des questions de fond liées à notre démocratie, n'est-ce pas, à certains aspects du processus électoral et même à d'autres aspects économiques et sociaux qui intéressent fondamentalement le Sénégal et les Sénégalais, son présent comme son devenir. Maintenant, il va falloir que l'État, du moins le pouvoir en place, donne des gages de sincérité, n'est-ce pas, pour que de l'autre côté, qu'on puisse être à l'aise, n'est-ce pas, pour répondre à cet appel-là. Et ce travail relève, n'est-ce pas, du régime en place. Maintenant, par rapport à l'attitude de l'opposition, pour moi, il ne s'agit pas d'un refus catégorique. Pour moi, l'attitude de l'opposition ou d'une certaine opposition, je pense que c'est une certaine opposition, peut-être l'opposition la plus significative au sortir des élections présidentielles, relève d'une certaine stratégie politique. Et parce que, comme vous avez pu le constater, une certaine opposition, n'est-ce pas, qui était allée aux élections présidentielles, n'a pas reconnu, n'est-ce pas, la victoire, n'est-ce pas, de l'autre coalition, de la coalition gagnante. Pour moi, il s'agit certainement d'une tentative, soit d'essayer de décrédibiliser, n'est-ce pas, ces élections, parce qu'avant les élections, n'est-ce pas, un certain nombre d'observations avaient été soulevées, un certain nombre de points d'interrogation pour discuter ou pour remettre en cause la fiabilité du système électoral. Donc pour moi, ce n'est qu'un prolongement, n'est-ce pas, de ces débats, de ces interrogations, de ces inquiétudes qui avaient été soulevées durant la phase préélectorale. Donc il s'agit pour moi d'une stratégie politique pour tenter de discréditer en fait ce système-là et ces élections-là. Autre chose également, ça peut être également un moyen de pression politique. De dire, écoutez, nous n'allons pas d'un seul coup accepter de venir au dialogue, à la concertation, cette main tendue. Il va falloir qu'on observe un certain mutisme, une certaine forme d'indifférence pour mettre la pression sur, n'est-ce pas, le pouvoir, pour au cas où il y aurait des facilitateurs pour nous ramener à la table, qu'on puisse avoir des termes de référence d'un dialogue qui nous permettent véritablement de poser les questions qui nous intéressent et qui nous permettent en fait d'avoir, n'est-ce pas, des avancées significatives. Pour moi, il s'agit juste d'une indifférence pour le moment qui relève d'une stratégie politique, mais je ne désespère pas que les semaines à venir, les mois, qu'on pourrait, n'est-ce pas, se retrouver autour d'une table pour discuter, pour dialoguer, pour se concerter, parce que fondamentalement c'est une
de nos cultures politiques. C'est notre culture politique, c'est une tradition bien sénégalaise de discuter pour trouver des compromis dynamiques. Je ne désespère pas. Edifal, vous partagez cette analyse? Je suis entièrement d'accord, en sens que le Sénégal, il y a une tradition en fait de consensus, de dialogue autour des questions essentielles pour mettre les gens ensemble, échanger des idées. Loolu la ñu tàmm fii Sénégal, c'est-à-dire il faut que nit ñi ñu sottante xalaat sur des questions importantes qui touchent la société, la politique et maintenant je passe au plan de l'opposition quand même. C'est normal, on est dans un jeu politique. Certaines formations puissent perdre une forme de surenchère. D'autant que vous avez mentionné que certains candidats n'ont toujours pas félicité le vainqueur proclamé de l'élection présidentielle. C'est extrêmement rare. Et que ces mêmes personnes n'ont pas voulu saisir le Conseil constitutionnel. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine incohérence. On conteste des résultats et sans se donner les moyens de les contester tout en contestant. Donc, et ils n'ont pas carrément dit non à cet appel au dialogue. Je pense qu'il y a une forme de surenchère politique et que à l'arrivée là-bas, je pense que dans les traditions sénégalaises, les gens finiront par s'asseoir et discuter des questions de fond parce que il y a rien qu'on ne puisse pas résoudre au Sénégal par le dialogue. Il y en a pas. C'est-à-dire que toutes les questions on peut les résoudre par le dialogue. Même si on n'est pas d'accord avec Macky Sall, on peut toujours discuter avec lui pour montrer ce sur quoi on n'est pas d'accord. Donc j'ai bon espoir. À votre avis, sur quelles questions on doit discuter entre pouvoir et opposition? Est-ce que c'est la réforme des institutions sur lesquelles on doit discuter? C'est revenir sur le parrainage qui a causé peut-être beaucoup de problèmes à certains partis politiques, parce que les locales, c'est au mois de décembre. Et aussi les locales, aussi il faut du parrainage. Oui, avant de revenir sur votre question, je tiens juste à rappeler qu'au Sénégal, il y a une chose qui est assez curieuse. Quand le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir perd le pouvoir, il appelle toujours l'opposition qui a gagné. Mais souvent, quand c'est un président qui est en place qui gagne, l'opposition ne félicite pas. En 2007 déjà, quand Wade a gagné au premier tour, l'opposition ne l'avait pas félicité. C'était le même débat qu'aujourd'hui. C'est assez curieux. Je pense que c'est une anomalie qui doit être revue. Autant quand on perd le pouvoir, on a la grandeur de féliciter, autant également quand celui qui est en place rempile à la suite de l'expression de la volonté populaire, on doit également accepter le résultat, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de contestation sérieuse, n'est-ce pas, pour féliciter. Maintenant, on constate que malheureusement, pour la deuxième fois, en 2007 et cette année, n'est-ce pas, l'opposition n'a pas félicité, n'est-ce pas, le président sortant qui a rempli. C'est un constat. Maintenant, voilà, il appartient d'apprécier. Ça a suivi même le boycott des élections. Très bien. Maintenant, pour moi, tout ça va dans le sens. Vous pensez qu'on peut assister au même scénario, le boycott des locales? Non, je ne le pense pas. Parce qu'en politique, un boycott ne produit jamais un résultat positif. Le boycott en politique, il est toujours contre-productif. Absolument. Ça, c'est clair. Ils le savent. Ils ont tiré les leçons de cela. Et ils ne boycotteront pas. Maintenant, ils vont créer les conditions d'un rapport de force pour mettre la pression, pour faire de la surenchère, pour faire bouger les choses. Maintenant, revenant sur votre question, je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels on doit discuter. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que nous sommes une démocratie, mais nous sommes une démocratie en maturation. Parce que une démocratie fondamentalement mûre dépasse certaines questions. Moi, je constate que dans notre pays, il y a toujours pour moi des questions qui relèvent d'une forme d'infantilisme démocratique qui sont toujours là. Les questions de distribution de cartes d'identité, les questions de fichiers électoraux, n'est-ce pas? Tout ce contentieux préélectoral. Le contentieux également post-électoral, mais dont la justice n'est pas saisie. Pour moi, c'est des éléments de fragilisation de notre démocratie. Et donc, il faut qu'on travaille, n'est-ce pas, pour assainir, pour dépolluer, n'est-ce pas, tous ces éléments de nature à fragiliser notre démocratie. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait discuter de certaines questions sur le plan institutionnel. Moi, par exemple, je suis partisan du parrainage. On ne peut pas continuer dans un pays de 14 millions d'habitants, voire 15 millions d'habitants, 6 millions d'électeurs, avoir 300 partis politiques dont on ne sait pas où se trouve le siège, quel est le programme, qui sont les animateurs. C'est pas bien. En théorie, sur le plan formel,
ça paraît être très utile à la démocratie formellement, mais dans le fond, c'est un élément qui fragilise notre démocratie telle qu'elle fonctionne, passer des moyens de pression pour régler des questions alimentaires, etc. Et c'est pas ça l'objet de la création des partis politiques. Donc, pour moi, il faut le parrainage sur le principe. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas eu un consensus. J'estime que la mise en place d'une décision éminemment politique comme le parrainage devrait recevoir un consensus. Il est vrai qu'il y avait un appel, mais dans quelles conditions? Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que prochainement, au cours des débats, que la question des modalités et la mise en œuvre du parrainage soit revue. Mais sur le principe, moi, je pense qu'il faut maintenir le parrainage parce que laisser une floraison de partis politiques ou d'hommes politiques être candidats pour un pays en voie de développement ou pour ne pas dire carrément sous-développé, cette manne financière qu'on consacre, n'est-ce pas, à l'exercice électoral peut être injecté dans des secteurs vitaux. La présidentielle a coûté 13 milliards. Très bien. Je dis, ça peut être injecté dans des secteurs vitaux. Donc, pour moi, il s'agit sur le principe, pour moi, de maintenir le parrainage, mais de revoir les modalités et la mise en œuvre, c'est extrêmement important. Pour moi, cette question doit être à l'ordre du jour. Autre question également, la question éternelle, n'est-ce pas, du fichier électoral. Au sortir des élections législatives, je pense qu'il y avait des experts internationaux de l'Union européenne, sauf erreur de ma part, qui étaient passés pour faire un audit. Et globalement, ils avaient estimé que l'audit était satisfaisant. Maintenant, il y avait quelques dysfonctionnements et avaient fait des recommandations. Mais, nonobstant cela, l'opposition a continué à soutenir, n'est-ce pas, qu'il y avait des problèmes dans le fichier. On est allé jusqu'à dire qu'il y avait 2, 3 fichiers ou plusieurs fichiers. Donc, il y a toujours un soupçon, une suspicion sur cette question du fichier électoral qui semble être le nerf de la guerre dans le processus électoral en amont. Moi, je pense quand même, il faudrait que pour cette fois, que cette question du fichier électoral soit mise sur la table avec des experts des différents partis politiques et la coalition au pouvoir pour régler définitivement cette question-là. Parce qu'on ne peut pas continuer à soutenir que le Sénégal est une démocratie mature, mais moi aussi je pense que c'est une démocratie en maturation, n'est-ce pas? Et toujours de revenir sur cette question sempiternelle, n'est-ce pas, du fichier électoral. La question également de la distribution des cartes d'identité, etc. Tout ça, pour moi, doit être purgé définitivement. Au-delà de ça également, moi je pense qu'il y a une question qui est là. Apparemment, il y a un consensus mou entre certains acteurs politiques même et la coalition du pouvoir en place, c'est-à-dire toute la classe politique, une certaine classe politique. Moi, je pense qu'il n'est pas admissible qu'on soit président de la République, n'est-ce pas, et chef de parti. Ça, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, pour mettre définitivement le Sénégal sur le travail, n'est-ce pas, qu'on rompt avec cette tradition-là. Je suis d'accord qu'il y a de cela 30 ans, 20 ans, c'était compréhensible. Mais en démocratie également, on évolue. Les populations sénégalaises lors de cette dernière électorale et d'autres échéances électorales ont démontré leur maturité. Je pense qu'il n'est pas décent dans une démocratie, dans une république, n'est-ce pas, qu'un chef d'État soit, n'est-ce pas, chef de parti, même si nos textes le permettent. Mais je pense qu'on doit aller vers le sens, n'est-ce pas, de cette disparition-là, pour mieux apaiser l'espace politique, pour permettre au chef de l'État, n'est-ce pas, d'être au-dessus des contingences politiciennes et pour se concentrer résolument, n'est-ce pas, à la tâche, c'est-à-dire comment, en fait, travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. Et également, cette discussion ne doit pas être exclusivement politique. Il faut également qu'on essaie de travailler pour trouver quelques consensus forts sur des questions de développement, sur les ressources pétrolières. Une concertation avait été appelée, mais je ne pense pas que cette concertation qui avait été boycottée par une opposition significative ait produit des résultats probants depuis quelques mois. Je pense qu'on doit faire revenir également sur la table la question du pétrole, de nos ressources naturelles, qui peuvent, si ces ressources sont bien utilisées, nous permettre de faire un bond extrêmement important. Je pense qu'on peut discuter de ces questions essentielles d'ordre démocratique, institutionnel, mais également économique, n'est-ce pas, pour trouver un consensus fort, pour permettre, n'est-ce pas, au régime en place, les 5 prochaines années, vraiment de faire au pays des bons qualitatifs, n'est-ce pas, pour soulager les populations sénégalaises. Est-ce que vous pensez que la classe politique sénégalaise est prête aujourd'hui à ce dialogue dont parle M. Moussa Sarr depuis pratiquement les indépendances? On semble tourner en rond et revenir sur les mêmes sujets chaque année. Mais en 2007, je me rappelle, au soir de la proclamation des résultats, Maître Abdoulaye Wade est parti devant la télévision, je me rappelle bien,
Et il a traité Moustapha Niasse de voleur, de djiboka, de je ne sais pas quoi. Et que j'étais sur le chemin pour rentrer à Rufisque, j'ai dit, le vieux là, il est en train de préparer les élections législatives. Et donc, c'est-à-dire qu'ici au Sénégal, c'est ça aussi le drame. Nous vivons tout le temps avec des échéances politiques, électorales. Et les questions qui intéressent vraiment les populations, le bien-être, l'avenir de la jeunesse, la question de l'école, ça, en dehors des périodes de préélectorales de campagne, c'est-à-dire pour trouver des solutions pérennes à tous ces problèmes que nous traversons depuis l'indépendance, l'école qui se dégrade, l'université qui est surchargée, les jeunes qui n'ont pas d'espoir. Et ça, il faudrait que l'ensemble des Sénégalais puissent se mobiliser pour qu'on trouve des solutions pérennes. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des jeunes Sénégalais traverser le désert pour aller mourir là-bas dans la Méditerranée. Et vraiment, cela prouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait ici. Et tous les hommes politiques, dès qu'il y a des élections, chacun promet monts et merveilles à tout le monde. Et le lendemain, quand on arrive au pouvoir, cette jeunesse-là est délaissée, oubliée et sans espoir. Ça, c'est un. Le deuxième niveau où, par exemple, on parlait tout à l'heure du parrainage. J'étais ici à Dakar quand on votait la loi sur le parrainage. J'avais entendu certaines radios dire « Oui, ils vont mettre le pays à feu et à sang ». J'écoutais même une radio à l'époque où Alassane Samba Diop travaillait. Oui, c'est Dakar est à feu et à sang. Et après, moi, j'ai quitté Rufisque et je suis passé devant Walfadjri. Et j'écoutais le reporter dire que le pays est à feu et à sang. Et moi, je traverse ce boulevard et je vois qu'il y a peut-être 5 pneus qui sont allumés là-bas. J'arrive aux Almadies et je dis à la personne que j'allais voir, je ne comprends pas les journalistes. Ils ont dit que le pays est à feu et à sang et que moi, j'ai traversé Rufisque à Dakar. Il n'y a pas de feu. Il y a 3 pneus et que les gosses qui l'ont allumé sont cachés derrière une station d'essence. Donc, et cette question, il faut la régler. Un petit pays qui est le Sénégal, pauvre de surcroît, ne peut pas se payer le luxe d'avoir 300 partis politiques. C'est qu'il y a problème. Ça favorise quoi? J'ai un parti cabine téléphonique ou bien un parti Mbagla, tu le mets sous ton aisselle là, et que ça permet de faire de la surenchère politique. Pour faire quoi? Pour faire de l'alimentaire. Mais écoutez, les gens ne créent pas des partis politiques pour cela. Il faudrait que les gens soient sérieux. C'est pourquoi même la loi sur le parrainage, pour moi, ne va pas assez loin, en fait. Parce que si tu n'as pas 1% de l'électorat, non, mais je pense qu'il faudrait arriver même à trouver un système où celui qui ne représente rien, il n'a qu'à aller vraiment fondre sa boutique et se dissoudre quelque part ailleurs et que au moins permettre d'élaguer ce qu'on appelle là, cette forêt tropicale là de partis politiques au Sénégal et qu'on arrive au moins à avoir de grandes configurations politiques et on n'en parle plus en avant. C'est un des aspects quand même de rendre la démocratie beaucoup plus vivante et que cette question n'est pas encore réglée. Maintenant, les petits partis là, les partis cabines téléphoniques comme je les appelle, n'ont aucun intérêt à ce qu'en fait ils disparaissent parce qu'ils vivent de ça. Bon, voilà, je viens voir Macky, je te soutiens, j'attends un retour demain, quelque chose. L'autre jour, je vais aller voir Idrissa Seck, je te soutiens parce que j'aimerais bien quand tu arrives au pouvoir. Non, on n'est plus dans peut-être même défendre les intérêts des populations sénégalaises. On est ici là pour défendre ses propres intérêts et c'est de l'alimentaire qui ne va pas faire avancer le Sénégal, qui ne va pas faire avancer les Sénégalais. Donc, Et dans tout ça, où sont les intérêts des Sénégalais dans cette guerre entre partis politiques pour le contrôle du pouvoir, pour le contrôle des avoirs? Et les Sénégalais qui ont voté, qui sont retournés chez eux, qui attendent. Mais les Sénégalais ont répondu. La réponse a été claire. Les Sénégalais sont partis voter. Ils ont élu un certain Macky Sall au premier tour. Donc ça, c'est pas, je ne l'ai pas inventé, bon. Les Sénégalais sont partis tranquillement voter. Ils ont élu quelqu'un. Donc, que M. Idrissa Seck l'accepte ou ne l'accepte pas, que M. Sonko l'accepte ou ne l'accepte pas, quand même, le Sénégal, c'est l'un des rares pays où les Sénégalais sont partis renvoyer par leur bulletin des présidents en exercice, notamment M. Abdou Diouf, notamment M. Abdoulaye Wade. Donc, j'ai dit, le Sénégal, qu'on le veuille ou non, c'est un acquis qu'on n'a pas vu dans beaucoup de pays de la sous-région.
Donc les Sénégalais sont partis tranquillement voter et les résultats, je ne dis pas que ce n'est pas impossible de tricher, mais c'est extrêmement difficile de tricher dans les élections au Sénégal. Tout le monde le sait, y compris même l'opposition. Donc voilà. Monsieur Sarr, et les urgences en ce moment? Les urgences des Sénégalais? Oui. Pendant qu'on se crève de chignon entre partis politiques. Oui, vous savez, l'objectif de tout parti politique, tout le monde le sait, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Mais dans cette conquête et cette conservation du pouvoir, le peuple doit être au cœur de la préoccupation de l'activité. Ça veut dire que gérer au mieux la cité. Maintenant, on a l'impression que dans notre pays, une certaine classe politique se soucie moins de l'intérêt des populations que leur intérêt personnel. On a l'impression qu'au Sénégal, pour certains hommes politiques, pour ne pas dire politiciens, l'activité politique a pour finalité de capter les ressources pour les domestiquer, en faire un usage personnel. Donc c'est ça le problème de fond. On a l'impression, et c'est plus qu'une impression, c'est une réalité depuis des décennies, que fondamentalement, les préoccupations des populations ne sont pas correctement prises en charge. Même si tout un chacun parle au nom du peuple, parce que le peuple a bon dos. Mais je pense qu'il revient à cette classe politique de prendre conscience de ce problème-là. Nous sommes un pays extrêmement pauvre. Il y a l'extrême pauvreté qui est là. Le problème de l'emploi, la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la répartition des ressources, n'est-ce pas, qui pose un problème. Donc pour moi, aujourd'hui, les hommes politiques, il nous faut un nouveau leadership politique. Il faut que les acteurs politiques prennent conscience, n'est-ce pas, de cette extrême fragilité de la population sénégalaise pour travailler en conséquence pour améliorer leurs conditions. Pour moi, c'est ça l'urgence. Aujourd'hui, les deux premières urgences dans ce pays, c'est la question du chômage de la jeunesse et également l'extrême pauvreté. Et il n'y a pas d'évolution sur ça. Depuis plusieurs années, nous avons des taux de croissance aujourd'hui qui tournent autour de 6%, mais jusqu'à présent, dans le vécu des Sénégalais, on ne sent pas cette croissance-là qui est là depuis 4-5 ans, ou même à un moment donné dans les années 2006-2007 était là. C'est un problème réel. Ça prouve que les populations n'ont pas vu leur sort amélioré jusqu'à présent. Et peut-être cela peut se comprendre parce qu'on a une économie captive, où l'essentiel, n'est-ce pas, de l'activité est entre les mains, n'est-ce pas, d'étrangers. En raison de ce caractère captif de notre économie, certainement les populations ne peuvent pas en tirer bénéfice. Mais je dis encore une fois, aujourd'hui, l'urgence, n'est-ce pas, pour les hommes politiques, l'urgence pour ceux qui dirigent le pays, c'est de travailler pour améliorer le sort des Sénégalais. L'éducation, la santé, les conditions de vie pour réduire l'extrême pauvreté. Pour moi, ça c'est l'urgence absolue. Et je pense qu'aujourd'hui, le président qui vient de remplir a une occasion inouïe. Il fait son dernier mandat. Il a l'occasion n'est-ce pas, de se défaire, n'est-ce pas, de la surenchère, des contingences politiciennes et même des contingences politiques pour mettre en avant exclusivement l'intérêt des populations sénégalaises pour sortir par la grande porte et se mettre en réserve, n'est-ce pas, des Sénégalais. Pour moi, vraiment, c'est ça l'urgence. C'est les Sénégalais, leurs conditions de vie, n'est-ce pas? Il faut, est-ce que le fait qu'on oublie ces contingences, ces priorités des Sénégalais ne fait pas qu'aujourd'hui, qu'il y a certaines jeunesses qui est en défiance vis-à-vis du pouvoir et qui pensent qu'aujourd'hui que le Sénégal est plus occupé par des capitaux étrangers que par vraiment des Sénégalais qui sont là, qui travaillent, à qui on donne les moyens de travailler? Capitaux étrangers, je ne sais pas. C'est-à-dire que, c'est pour rejoindre M. Sarr. Il disait que le président réélu doit se donner telle et telle priorité. Mais le président, il a un entourage. Ce sont tous des politiques qui ont, comme lui, conscience que le président ne va pas se représenter peut-être dans 5 ans. Eux, leurs préoccupations ne sont pas les mêmes que le président qui vient d'être réélu. Eux, ils sont en train de penser à après, dans 5 ans. Alors que le président, lui, il est en train de voir qu'est-ce que je dois faire pour ces 5 dernières années, mais eux, ils sont en train de calculer qu'est-ce qui va se passer après. Soit ils veulent eux-mêmes se positionner politiquement. Donc, toi, il y a cet entourage-là immédiat, donc qui va aussi jouer dans les 5 prochaines années, parce que chacun voudra, si c'est au niveau de l'APR,
être le prochain successeur, celui qui va diriger le bateau et tout ça, et qui fait que quand même... Ça c'est la théorie du canard boiteux, comme aux États-Unis. Mais est-ce que cette théorie est applicable au Sénégal, où le président sénégalais a peut-être 10 fois plus de pouvoir que Trump? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, Alassane, tu sais qu'il y aura des querelles intestines à l'intérieur de ce que je peux appeler la coalition au pouvoir. Parce que chacun voudra être le prochain successeur. Ça, c'est connu. Donc, ça ne manquera pas sous quelle forme ça va prendre, mais je pense que les gens qui sont autour de Macky en ont conscience et que ça ne les détourne pas de ce qu'il faut faire de ces mandats de 5 ans. Est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Ça, je n'ai pas la réponse, mais ça ne manquera pas des querelles de positionnement pour être le prochain successeur, le capitaine qui va diriger la barque pour que dans 5 ans, on soit mieux placé pour garder le pouvoir ou voilà. Donc, je sais que ce sont des questions qui vont se poser et qui peuvent faire perdre de vue l'essentiel, ce que Maître disait, les priorités vraiment qui intéressent les Sénégalais, l'emploi des jeunes. Donc, le Sénégal, quand on sort, on voit que le seuil de pauvreté, c'est-à-dire tu ne peux plus te balader de Dakar à Rufisque jusqu'à Diamniadio, que tout le peuple sénégalais est devenu un peuple commerçant. Tout le monde vend dans les rues tout et n'importe quoi. Même du guerre-ketchup, les gens, ils sont là. Tu as un baromètre quotidien qui te fait voir que les gens, la pauvreté est extrême. Et tu te demandes qui jaay guerte. Un mousse 100 francs, voilà 25 francs. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Mais il est là-bas, il passe là-bas toute la journée. Et donc là, il y a un problème de pauvreté, il y a un problème de chômage. Et ces questions-là, quand on ne les règle pas, les gens voient les aspects pervers, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a la criminalité qui a augmenté, mais tout le monde sait d'où ça vient. Et ces questions-là, si on ne les règle pas, on va tourner en rond. Les enfants n'ont pas de travail, la criminalité va monter, beaucoup de jeunes vont encore mourir dans le désert, pendant que nous, les hommes politiques, nous sommes là en train de tout le temps parler et on ne règle pas des problèmes. Et il faudrait qu'on se sorte de ce cycle-là, où vraiment l'homme politique, il devient politique parce qu'il est là pour régler les problèmes de population qui sont le seul moyen pour lui d'arriver au pouvoir. Donc, il faudrait que les gens sachent de manière de faire. Je comprends que certains jeunes, celui qu'on surnomme le monsieur anti-système, et puis séduire une certaine jeunesse. Je le comprends. Mais, au plan des solutions, je pense qu'on doit aller encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que les discours, voilà quoi. Parce que je pense faire conquérir le pouvoir quand même, c'est une préparation beaucoup plus sérieuse que Internet ou les réseaux sociaux quoi. Mais comment amener une rupture dans un pays où la classe politique est habituée justement à ces genres de compromis? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de vase communicant entre les oppositions et les pouvoirs. À fonction des positions des uns et des autres, le fond des problèmes reste le même comportement, la même façon de gérer le pouvoir quand on est aux manettes. Oui, ça peut se comprendre. Hein. Il y a un système de vase communicant. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, il y a moins d'une décennie, étaient au pouvoir. Il y a un problème de culture politique, de culture démocratique. Quasiment toute la classe politique, quelles que soient les générations, ils ont la même culture politique. Ça veut dire quoi? Quelque part au Sénégal, pour certains hommes politiques, le seul moyen de s'enrichir sans diplôme, sans valeur, c'est de faire la politique. Et c'est là où c'est dangereux. Tout le monde aujourd'hui est d'accord que c'est le moyen le plus rapide pour se faire de l'argent, sans aucune compétence, sans aucune valeur. Et c'est extrêmement dangereux. Quand on n'a pas de compétence, on n'a pas de valeur, et qu'on souhaite diriger un pays, ça devient extrêmement grave. Et certains hommes politiques, je ne dis pas tout le monde, certains le pensent. À partir de ce moment-là, ça devient complexe. Il est vrai que cette question devient complexe, cette question de la rupture. Comment faire pour que les véritables préoccupations des Sénégalais, n'est-ce pas, soient prises en compte? Maintenant, je pense que dans cette classe politique ou dans cette société, forcément, il y a toujours des îlots. Il y a toujours des îlots, n'est-ce pas, d'hommes de compétences, de qualité et de valeur. Pour moi, que ce soit certains qui sont dans le champ politique, comme certains qui sont dans la société civile ou qui sont tout court dans la société, doivent travailler pour créer des cercles de valeur. Il faut qu'on travaille pour trouver des cercles de valeur, pour opérer
les ruptures nécessaires. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes un pays assez complexe et particulier. C'est un peuple par nature, de consensus, un peuple qui n'aime pas les ruptures brutales, qui aime les ruptures, mais les ruptures nécessaires, qui aime les transitions, un peuple de mesure. C'est ça la particularité du peuple sénégalais, qui n'aime pas les extrêmes. Mais au-delà de tout, on peut travailler pour faire évoluer ce peuple. Nous avons un peuple très intelligent, qui a une capacité de discernement, et chaque élection nous prouve que le peuple sénégalais est un peu en avance sur la classe politique. La preuve, durant la phase préélectorale, comme post-électorale, si vous écoutez certains hommes politiques, vous avez l'impression que le pays brûlera. Mais vous vous rendez compte, dans la phase préélectorale, le jour des élections, les Sénégalais se lèvent tranquillement, prennent leur petit déjeuner, avec leur poste radio, vont voter et rentrer chez eux, prendre du thé. Ça veut dire qu'il y a un décalage. Ça veut dire que ça, c'est le discours de surenchérisseur, parfois, n'est-ce pas, mais qui est en décalage manifeste avec le peuple, pour dire que ce peuple a la maturité. Ça veut dire que ce peuple, qui souvent indique la conduite à tenir à certains hommes politiques, est prêt, s'il a des gages de sincérité, à opérer les ruptures nécessaires. Maintenant, il appartient à ces acteurs politiques qui sont en mesure, n'est-ce pas, d'avoir cette vision. Parce que pour faire la politique, d'abord, il faut une vision. Il faut savoir où est-ce qu'il faut mener ce pays. Il faut comprendre les enjeux du moment, les enjeux locaux, sous-régionaux, régionaux, mondiaux. On ne peut pas faire la politique sans avoir cette culture, savoir les enjeux et identifier les défis auxquels le peuple est confronté. Je pense que si une certaine classe politique parvient à avoir une vision claire, à comprendre les enjeux et à proposer des programmes réalistes et réalisables, associés avec d'autres Sénégalais dans d'autres secteurs, société civile ou Sénégalais tout court dans la société, créer ces cercles de valeurs, je pense que le pays peut évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, le peuple n'attendra plus. Maintenant, le peuple sénégalais a une particularité, il avance à petits pas. Il avance à petits pas, il donne des signaux. C'est ça la nature du peuple sénégalais, qui est patient, qui est un peuple de mesure. Mais il donne des signaux. Il y a une demande forte qui est là de prise en charge de leurs préoccupations. Je pense qu'il appartient aux hommes politiques de décoder, n'est-ce pas, ce message qui est lancé par le peuple sénégalais de maturité, de capacité de discernement, de sérénité pour essayer quand même enfin d'enclencher un processus pour opérer les ruptures nécessaires pour, n'est-ce pas, faire bouger ce pays-là qui semble être un gâchis. C'est un peuple qui a plein d'atouts, qu'on le veuille ou non. Un peuple qui n'est pas... Le pays n'est pas très vaste. Quasiment moins de 200 000 km² et 700 km de côte. Aujourd'hui, il y a du pétrole, il y a du gaz qui est découvert. Nous avions des ressources humaines de qualité, même si depuis quelques années, il y a quelques problèmes. Sur le plan du numérique, nous avons des opportunités à mettre en valeur. On veut développer cela. L'économie du savoir, l'économie du numérique, tout ça, c'est des potentiels qui sont là. Et on a l'impression qu'on est toujours à la périphérie, en train de parler, n'est-ce pas, de l'accessoire, du dérisoire, en laissant de côté l'essentiel. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a un processus irréversible, il y a une lame de fond, c'est lent, ça peut paraître lent, mais forcément, n'est-ce pas, on arrivera à cela. Et ces questions essentielles de gaz et de pétrole découvertes avec le deuxième mandat de président Macky Sall, certainement, c'est en 2021 que les premiers barils normalement doivent sortir. Est-ce que ces questions-là aujourd'hui ne sont pas les questions les plus essentielles sur lesquelles il faut discuter, régler le problème peut-être de pauvreté? Honnêtement, je suis très pessimiste là avec le pétrole. J'ai l'impression quand j'entends parler du pétrole sénégalais que le pétrole va régler tous les problèmes de l'économie sénégalaise, mais c'est un non-sens. C'est un non-sens, ça n'existe pas. J'ai couvert le Nigeria, le premier producteur, où jusqu'au moment où je parle, en fait, ils vendent l'essence d'or et eux, ils en importent. J'ai couvert l'Angola et tous ces pays, le Congo-Brazzaville, le Gabon, toi. Honnêtement, je pense même parfois, je dis que c'est l'or noir maudit pour ces pays. Et le Sénégal n'exploitent pas le pétrole, ils appellent quelqu'un pour le faire. Et que je sais que tout le monde est très enthousiaste, machin, mais je pense pas que le pétrole, là, découvert là-bas dans le nord, là, va servir régler les problèmes du Sénégal. C'est un non-sens même. C'est un non-sens, vraiment, quoi. Peut-être que ça va être une bouffée d'air dans la manière où sera géré,
Mais il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi les mines. Les mines de Sabodala, il y a de l'or. Je dis partout. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas... Non, la question, ce n'est pas où il y a du pétrole. La question, c'est est-ce que c'est géré de manière transparente? Est-ce que l'argent du pétrole va aller là où il faut pour régler les problèmes de population? Ce n'est pas le cas au Nigeria. C'est pourquoi tu as une rébellion dans le delta du Niger. Justement, pourquoi il n'y a pas de consensus au Sénégal sur ces questions essentielles? C'est là-bas où intervient le dialogue. Les gens qui s'y connaissent en pétrole devraient discuter de ça. C'est pas moi, je ne suis pas spécialité questions économiques, malheureusement. Mais je dis, les Sénégalais qui ont des idées sur ça, je ne dis pas comme un opposant l'a dit, oui, je vais retracer la frontière. Quand je connais le passé entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est des questions malheureusement qui ne règlent pas les problèmes, mais c'est jeter de l'huile sur le feu. Mais le Sénégal a beaucoup de compétences. Il y en a beaucoup de compétences ici. Ça, c'est même une de nos plus grandes richesses. C'est l'intelligentsia que nous avons depuis Senghor, quoi. Et que je crois que ces questions-là, il y a des gens compétents qui peuvent s'asseoir, apporter des idées sur si on fait ça, serait mieux, et que ni ñuy waxtaane loo xam ne dafay jariñ ñëpp, le Sénégal peut le faire yéen tamit, et que on éviterait de revivre les expériences du Nigeria, les expériences de l'Angola, les expériences du Gabon et les expériences du Congo-Brazzaville, d'autant que même là-bas la manne pétrolière est en train de se tarir. Donc si on veut dans le monde, il faudrait que les gens, qu'on organise des débats, qu'on appelle les gens compétents, hein. Je ne dis pas les cacophonies là, où quelqu'un qui est sireur de chaussures va venir dire que oui, je vais donner aussi machin, mon avis sur comment est-ce qu'on doit vendre le pétrole. C'est-à-dire, c'est prendre les gens compétents des secteurs précis de l'économie et des économistes et que machin, nous montons discuter waxtaan affaire bi fan lañ ko war mën jëmale. Donc, et ça, je pense que c'est possible. Oui, moi, je n'ai pas de réponse. Le deuxième point de notre débat, c'est cette étude qui a été faite pratiquement chaque année. Les ONG ont fait l'étude de l'Afrique perd 29 000 milliards de francs CFA par rapport à des flux financiers illicites. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette manne financière reste en Afrique, que puisse développer les pays africains? Ça, c'est un problème qui est là, récurrent depuis plusieurs années. Grande société qui ne paye pas depuis des décennies. Impôts. Ce qu'on appelle les FFI. Depuis l'indépendance. Oui, c'est les flux financiers illicites, n'est-ce pas? Il y a des études qui sont faites, qui sont estimées annuellement entre 50 et 73 milliards de dollars de pertes, n'est-ce pas? D'abord, c'est quoi les FFI, les flux financiers illicites? Il y a deux définitions généralement admises. On considère que les flux financiers illicites sont des capitaux, n'est-ce pas, sont des flux de capitaux non comptabilisés dans le secteur public ou dans le secteur privé à la suite de vols, de corruption, de pots de vin, de terrorisme et de criminalité, etc. N'est-ce pas? La Commission économique pour l'Afrique définit ces flux comme, n'est-ce pas, des ressources, des fonds reçus, transférés, utilisés de façon illicite. Il est clair que ces sommes sont astronomiques. Ces montants-là sont astronomiques. Par exemple, l'Afrique reçoit en moyenne globalement à titre d'investissement direct entre 42 et 50 milliards de dollars par an d'investissement direct. Concernant les donations publiques, l'Afrique reçoit à peu près 146 milliards de dollars par an. Vous voyez, ça veut dire quoi? Si cette manne financière illicite, n'est-ce pas, on réussissait à l'endiguer, ça pourrait régler la question. Parce que c'est au-delà des investissements directs, c'est quasiment la moitié de la dette des donations publiques. Ça veut dire quoi? Il faut pour régler ce problème, d'abord les causes. Tout le monde sait les causes. Les causes, par exemple, c'est l'instabilité politique, l'absence d'État ou la faiblesse de l'État, l'absence d'État de droit ou la faiblesse de l'État de droit, n'est-ce pas, le trafic de personnes, le terrorisme, etc. sont les causes. Maintenant, pour les solutions, il y a déjà des embryons de solutions. Parce que cette situation, elle est connue et son importance est prise en charge depuis très longtemps. Comme vous le savez, Thabo Mbeki,
dirige un groupe consultatif dans les années 2010 sur cette situation parce qu'on a constaté que c'est une perte énorme pour nos économies là. Pour moi, il y a des cadres aujourd'hui qui sont là. C'est pas des questions qu'on peut régler localement. C'est du grand banditisme et c'est de la délinquance fine, très subtile, très complexe, n'est-ce pas? C'est pas des questions qu'on peut régler localement. Il faut de la coopération, non seulement régionale, mais également de manière à travailler avec également les organisations et les États. Donc il faut, n'est-ce pas, renforcer les cadres de coopération, n'est-ce pas, sous-régional et international pour faire face. Ça, c'est un point. Mais également, surtout, il y a des problèmes de gouvernance. Et ces problèmes de gouvernance qui sont, pour l'essentiel, à l'origine de ces sortes de fuites de capitaux, nécessitent un leadership politique particulier. Je pense que l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership transformationnel pour faire face aux nouveaux défis du monde. Et tant que la question du leadership politique n'est pas réglée, il y existera ces cadres, mais il sera extrêmement difficile de régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, il y a la Convention de l'Union africaine de lutte contre la corruption. Il y a également l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue, n'est-ce pas, et le crime. Tous ces cadres de coopération-là doivent être renforcés pour rendre de manière efficace et efficiente cette lutte-là. En plus de ça, également, il y a le renforcement des capacités des organisations qui sont chargées, n'est-ce pas, de cette lutte. La douane, le fisc, etc., etc. Donc, c'est un problème complexe. Des cadres sont là. Il faut travailler à les renforcer. Le contrôle budgétaire, ça également doit être un élément de renforcement, etc. Donc, vraiment, les outils pour lutter contre cela existent, mais il faut les renforcer parce que leur efficacité, n'est-ce pas, est vraiment parfois douteuse. Et renforcer également le système bancaire international. Donc, voilà des problèmes, voilà des pistes de solutions qui sont là, n'est-ce pas, qu'on devrait mettre en œuvre. Mais d'abord, il nous faut un leadership politique africain, n'est-ce pas, qui permette d'affirmer une réelle volonté politique de régler ces problèmes. Parce que quelque part, certains de ces systèmes politiques africains sont à l'origine et bénéficient en retour, en fait, de ces fonds illicites pour alimenter, n'est-ce pas, leur régime, pour leur permettre de se perpétuer. Certains régimes sécessionnistes, certains pays où il y a des guerres de sécession, des guerres de libération, ça n'existe plus aujourd'hui, mais des sécessions, n'est-ce pas, des rébellions, etc. Aujourd'hui, il y a un retour de ces fonds qui continuent à alimenter cette instabilité-là. Oui, mais est-ce que les pays bénéficiaires aussi ont intérêt à ce que le système s'arrête, puisque ces fonds alimentent quelque part ces pays? Les pays bénéficiaires, lesquels? Les pays étrangers, par exemple, qui bénéficient des flux étrangers. Mais généralement, les gens on a vu, par exemple, dans la marche en France, les Gilets jaunes, pratiquement poser ce débat-là de la spoliation des biens africains. Oui, mais ça, les Gilets jaunes, c'est quelque part. C'est un autre débat. Je prends par exemple le cas du Mali. Je prends le cas de la Sierra Leone et du Libéria, des pays où il y a eu des rébellions. Ok, à un moment donné, même Charles Taylor s'est fait arrêter parce qu'il y avait un trafic de diamants sous la rébellion. Le Mali a été connu jusqu'à récemment comme étant, en fait, le nord là-bas, l'endroit par où transite toute la drogue qui passe par la Guinée-Bissau et tout ça. Et plus on descend, plus c'est pareil. C'est-à-dire que le Congo qui a connu des rébellions autant que il y en a dans la forêt équatoriale, le coltan, c'est pas d'État à État. Le coltan, oui, le coltan, colombo tantalite, qui est dans tous les téléphones portables. Bon, et que il se vend. On sait que par exemple, il n'y a pas un téléphone au monde qui n'utilise pas ce matériau-là à l'intérieur des téléphones et des ordinateurs. Le colombo tantalite, je parle pas de cobalt, je parle pas de l'uranium, et que là, nos voisins guinéens de Conakry, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'exploitation, c'est pas d'État à État, hein. C'est pas l'État français de Paris qui va prendre le cobalt et le transformer. C'est une firme très précise qui peut être basée en France, qui trouve que ça lui reviendrait moins cher d'acheter le colombo tantalite par l'autre chef rebelle qui est là et qu'il s'arrange pour le transporter. Ça, l'État ne va pas
ne va pas un franc et que tu vois ce mec subitement, il roule dans les rues de Goma ou d'ailleurs en Rolls-Royce parce que, je ne sais pas, il est tombé sur le gros filon. Et ça, c'est partout sur le continent. C'est pas la France qui vient exploiter. Ce sont des compagnies qui ont des besoins de matières premières. Avec quand même la bienveillance de la France. Non, je ne suis pas sûr. Je suis pas tout à fait sûr. Parce que dans ce cas-là, les États-Unis, je pense, c'est le pays quand même qui a les plus grandes compagnies de téléphonie mobile. Là. Ils ont voté une loi aux États-Unis pour que quand même toutes les minerais soient certifiés comme n'étant pas partie de zone de guerre. Et ils essaient. Mais ça, c'est aux États-Unis. Mais pendant toutes les rébellions là, il y a des compagnies qui sont basées dans le Massachusetts là-bas. Elles n'ont pas arrêté de continuer la production alors que la guerre se continuait, faisait rage dans l'est du Congo. Donc voilà, c'est pareil pour les gens qui prenaient le diamant pendant on coupait les bras en Sierra Leone. Hein, donc c'est pareil. On ne sait pas quel type de richesse il y a dans le nord du Mali. On ne le sait pas. Tout le monde sait que c'est dans le désert là-bas, il y a quelque chose. Et c'est l'objet de convoitise. Donc voilà. Et que ça, je pense que Maître le disait tout à l'heure, il faut un nouveau leadership. Et sur les 54 pays africains, si on enlève le Rwanda et peut-être le Botswana, dans tous les pays, c'est une tragédie. Dans tous les pays, 54 pays africains, tu enlèves le Rwanda et le Botswana, dans tous les pays, c'est une tragédie, y compris au Sénégal. Les policiers et les gendarmes sénégalais prennent de l'argent dans les rues, au vu, au su de tout le monde. Que fait l'État? Et si la police est corrompue au vu de tout le monde, donc je ne sais pas ce que c'est ailleurs, ou des gens qui n'ont aucun contrôle. Et c'est partout pareil sur le continent. Et vous vous étonnez qu'on ait des fuites de 29 000 milliards de dollars? Donc je crois qu'il faut un nouveau leadership si on veut que l'argent reste ici ou bien qu'on le vende de manière transparente et que les populations... Parce que le continent, là, c'est le continent de l'avenir. Tout le monde va venir ici. Les Chinois vont venir ici, les Russes vont venir ici, les Américains vont venir ici. L'Europe ne veut pas perdre l'Afrique. Donc c'est le continent, au plan des ressources et des matières premières, tout le monde va venir ici. Donc nous, il faudrait quand même que les hommes politiques apprennent à gérer ces ressources-là de manière transparente pour que les populations puissent en profiter. Quand c'est obscur, voilà. Il faut parler tout à l'heure de tragédie. Pour terminer notre débat aujourd'hui, il y a une tragédie qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande avec 49 morts. Quelqu'un qui a tué plus de 49 musulmans. Aujourd'hui, le débat s'est posé à travers le monde. Certains estiment qu'il n'y a pas eu l'ampleur médiatique qu'a eu, par exemple, Charlie Hebdo. Oui, on peut le penser. On peut le penser parce qu'en fait, c'est un terroriste blanc, n'est-ce pas, adepte de la thèse de la suprématie blanche. Parce qu'également, il faut le dire, parfois, les médias aussi ne sont pas neutres. Les médias occidentaux, ils ne sont pas neutres sur cette question terroriste. De plus en plus, on assimile le terrorisme à l'islam, ce qui est inexact. Le terrorisme a existé bien avant, n'est-ce pas, cette forme de terrorisme brandie, revendiquée par certains islamistes. Aujourd'hui, effectivement, il y a une dénonciation de part et d'autre, mais quand on regarde les chaînes occidentales, on n'insiste pas autant si c'était un acte qui a été perpétré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, dans l'analyse de ce phénomène terroriste, il n'y a pas suffisamment d'objectivité, n'est-ce pas? Cela est assimilé peut-être à une religion pour des raisons inavouées, mais en réalité, le terrorisme a existé avant, existera après. Maintenant, je pense que ces États occidentaux doivent prendre la question au sérieux pour qu'il n'y ait pas un effet boule de neige. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une tragédie, n'est-ce pas? Qu'on voit aujourd'hui à partir de certains sites, autant il y avait des sites islamistes, autant aujourd'hui il y a des sites suprémacistes, n'est-ce pas, qui essaient aujourd'hui de valoriser, de mettre en avant cette thèse selon laquelle du grand remplacement, etc.
Et si on y prend garde, ça pourrait mener le monde dans une période d'instabilité extrêmement grave. Mais ils sont là depuis plus longtemps que ça. Parce que si vous vous rappelez aux États-Unis, les attentats de Oklahoma City, avec un certain Timothy McVeigh qui avait fait, je pense en 99, quelque chose comme 180 morts, c'est des gens d'extrême droite. Donc, et à l'époque même, le premier suspect, les gens l'appelaient, je ne sais pas, John Doe. Mais les descriptions, c'était un personnage plus ou moins arabisant. Donc, mais ça, c'est la presse. Elle est parfois très très tendancieuse, mais en fait, la racine de l'extrême droite, elle est là depuis extrêmement longtemps. Et ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, malheureusement, n'est que la continuation de quelque chose qui existe dans presque tous les pays européens, y compris la France, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et un peu partout. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci à Idriss Fall, directeur en chef de la Voix de l'Amérique. Merci aussi à Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour. À la technique, Aliou Ndiassé, caméra, Pape Fall et Augustin Mandang. Merci et bon dimanche à tous. La radio est une imagination. La vôtre.